Je mets le micro. Bonsoir. Je prends mon souffle. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris, à Penser le présent, qui a la joie, le plaisir de recevoir Maya Mazorette. Aujourd'hui, donc jeudi prochain, mardi, excusez-moi, parce que c'est toujours les jeudis, donc confusion. Jeudi prochain, ce sera, eh bien, que je m'y retrouve, ce sera Chantal Jacquet pour son ouvrage Philosophie de l'odorat, paru au PUF, mais aussi pour ses recherches sur l'odorat dans l'art contemporain, une réflexion rare, puisqu'il est très rare que la philosophie s'intéresse à l'olfactif. Et puis la semaine suivante, ce sera le 2 décembre, toujours le jeudi, parce que mardi aujourd'hui c'est une exception. Et donc Arnaud Pierre et Pascal Rousseau qui viendront nous parler du très beau volume qu'ils ont publié en 2021 consacré à l'art abstrait et qui est paru aux éditions Citadel et Masno. Voilà pour cette présentation. Donc ce soir, j'ai la chance et l'honneur de recevoir la sexperte Maya Mazorette qui analyse les comportements amoureux. Maya Mazorette est romancière, elle est scénariste de bande dessinée, elle a publié une vingtaine d'ouvrages, elle est journaliste, elle est spécialiste donc en sexologie, elle tient une chronique hebdomadaire pour Le Monde et tient également une rubrique pour l'émission La Bande Originale à France Inter et un autre pour le quotidien sur TMC. C'est quasiment ça. Voilà. Vous avez presque tout bon, 19 sur 20, je dirais. Bon, c'est déjà, merci. Et ce soir, nous la recevons pour faire le point sur 3 ouvrages qui sont parus entre 2020 et 2021. Alors j'espère que je vais avoir bon. Alors là, c'est ceux parus en 2020. Il y en a 2 qui sont aux éditions de La Martinière. Le dernier, c'est La vulve, la verge et le vibro, qui est donc l'ouvrage là que je n'ai pas apporté, mais que j'ai consulté évidemment pour préparer cette soirée. Et puis, donc, aux éditions là, Anne Carrière, qui est un volume qui est conçu par un graphiste qui pourrait sortir des Beaux-Arts, puisqu'il s'inverse, et vous avez levé la tête et sortir du trou, et vous devez renverser le volume pour pouvoir le lire dans son entièreté. Donc, je me suis battue tellement fort pour réussir à avoir cette configuration. Ça. Oui, je voulais un livre tête bêche, je voulais que ce soit un livre 69. Et au début, ils m'ont dit que c'était impossible de faire ça en livre, et puis en fait, si, il faut juste insister longtemps. Alors, une autre question. Est-ce que vous entendez bien, Maya? Parce qu'on a souvent un problème de micro dans cette salle. Est-ce que vous voulez que... Voilà. Vous entendez pas bien là-bas? Je peux parler plus fort ou plus près? Comme ça va? Bon, on fait comme ça. Alors, Maya, là, on a fait la visite des Beaux-Arts avec votre mari Mathieu. C'était quelque chose que vous souhaitiez faire parce que vous dites n'être jamais entré aux Beaux-Arts de Paris. Et pourtant, vous avez une importante pratique picturale. Vous peignez, vous aquarellez le journal, dans une sorte de journal des lieux et des personnes que vous fréquentez. Vous avez même réalisé une exposition à Genève à la galerie qui est la galerie Alix Forever. C'est une galerie importante puisque c'est la galerie d'Ali Kasma, de Mounir Fatni. Et alors, qu'est-ce que vos peintures, vos aquarelles disent de plus que ce que disent vos chroniques, puisque vous peignez beaucoup d'hommes nus? Mais il n'y a pas que ça. Pourquoi d'abord ce besoin? Et est-ce qu'il est complémentaire? Est-ce qu'il est accessoire? Quel est le degré d'organisation avec la chronique et donc les mots? Alors pour moi, tout est profondément complémentaire, parce qu'il y a même des chroniques dont j'ai l'idée en allant au musée ou en voyant des illustrations. Donc c'est aussi quelque chose qui est une source d'inspiration constante. Ensuite, la raison pour laquelle je fais les deux, c'est parce que je m'inscris dans un travail qui est assez militant sur les questions du corps en général, des discriminations en général. Et c'est vrai qu'il y a un peu 2 manières de faire. Soit on explique, et c'est ce que je fais dans les chroniques et dans les essais, on est un peu dans la pédagogie. Soit on fait rêver et on essaie de faire avancer ces idées en proposant des univers dans lesquels éventuellement, si on y arrive, les gens auraient envie de vivre. Et à ce titre, moi je trouve que la non-fiction et la fiction, ou alors la chronique et le dessin, sont très complémentaires, parce que c'est exactement les 2 revers du même travail pour moi. Et c'est la même chose quand par exemple j'écris des romans. Donc je mettrais la peinture du côté du roman et les chroniques du côté des essais.
Et à la galerie Analix Forever, qu'est-ce que vous avez montré? Vous avez montré des dessins de nus, vous avez montré d'autres choses. Non, Moi, du nu. c'est pas documenté sur le site, donc j'ai pas pu percevoir. Ce que j'ai pu voir, c'est, à vrai dire, c'est grâce à votre Instagram. C'est là où j'ai vu l'ensemble de votre pratique, enfin une partie de votre pratique, ce que vous acceptez de mettre en tout cas. Qu'est-ce qui a été montré chez Analix? Il y a beaucoup de choses effectivement qui sont visibles nulle part parce que les réseaux sociaux empêchent tout simplement de diffuser ce que je fais. Moi, je ne fais pour elle et je ne fais dans une pratique voilà, hors de mes petits croquis de vacances, je fais que du nu et que du nu masculin avec des modèles vivants pour des raisons esthétiques et politiques. Je trouve ça super beau et je trouve que c'est un corps qui est beaucoup trop peu représenté et notamment beaucoup trop peu représenté par les femmes. Et des fois, il y a un truc un petit peu paradoxal qui peut se passer, c'est que si on est une femme hétéro ou bi et qu'on a plutôt envie de coucher avec des hommes, qu'on a un désir pour eux, alors comment ça se fait quand on est une femme artiste hétérosexuelle ou bisexuelle, on trouve quand même beaucoup de nus féminins. Comment ça se fait que la pratique de la peinture elle soit un peu réflexive, qu'il y ait beaucoup d'autoportraits, par exemple, surtout en photographie, et que les femmes s'emparent si peu du corps des hommes. Et j'ai posé la question d'ailleurs à pas mal d'artistes qui, des fois, avaient même pas, elles avaient tellement intériorisé que c'était le corps féminin qui était le corps artistique, qui était forcément le corps qu'on met sur papier, qu'elles n'avaient pas forcément réalisé qu'elles se privaient de la moitié du monde. Et il y a aussi des raisons très pratiques, des fois à ça, qui sont que quand on fait venir des modèles, alors moi je les fais venir chez moi, et qui vont se mettre nus, il peut y avoir une dynamique de pouvoir ou des ambiguïtés qui sont un petit peu compliquées. Donc moi j'ai évidemment, enfin, ou par chance, je sais pas, jamais eu de problème, et je sais qu'il y a des femmes plasticiennes qui m'ont dit qu'elles n'oseraient pas faire venir un homme nu chez elles, de peur que ce soit pris comme une tentative de drague, ou que ça déborde, ou alors que la personne se jette sur elle. Je trouve que le fait de payer ces modèles, normalement, pose bien la limite entre ce qui est l'ordre du privé et ce qui est l'ordre de la pratique artistique. Et voilà, donc moi je fais ça parce que j'aime ça, parce que ça m'intéresse, parce que je pense que ça peut réparer plein de choses dans la société, notamment sur un rapport des fois très contrarié que les hommes peuvent avoir à leur propre corps, à des corps qui ne sont pas rarement regardés, très peu complimentés, euh, pas tellement célébrés. Enfin, si, dans l'art classique, ouais, mais je trouve pas vraiment en ce moment. L'érotisme a tendance à les oublier, à part si on va chercher du côté effectivement des productions gays qui sont géniales. Mais moi, j'avais aussi envie de voir un point de vue plus féminin représenté. Et comme j'avais, bon, il existe, hein, mais comme j'avais un peu du mal à le trouver, je me suis dit que j'allais le faire. Et en fait, c'est marrant, la première fois que j'ai écrit là-dessus, je crois que c'était en 2013, quelque chose comme ça, et j'appelais les femmes artistes à s'emparer du corps des hommes, à dire, mais si vous les aimez, peignez-les, photographiez-les, filmez-les, enfin n'importe quoi, mais faites-en quelque chose. Et, euh, et ça n'avait pas du tout marché. Je l'ai refait en fait plusieurs fois et je me suis dit, si, enfin, dans mon cas, on a la chance de bien aimer peindre et dessiner, dans ce cas-là, il faut arrêter de demander aux autres de faire ce qu'on voudrait voir advenir, il faut le faire soi-même. Et bon, j'espère toujours créer une grande vague d'érotisation du corps masculin. Pour l'instant, ça n'a pas marché, mais je continue d'essayer. Oui, moi j'ai eu l'impression que c'était effectivement ça, que vous aviez un côté fluxus, c'est-à-dire art et vie, parce que vous dites aussi que la sexualité peut être un art, et que aussi dans la sexualité il peut y avoir un style. Est-ce que vous Oui. pouvez développer cette notion d'un style sexuel? Ouais, pour ça, il faut déconstruire en fait une idée encore largement répandue, qui est que le sexe soit un truc naturel. Alors, ensuite, bon, le sexe, oui, la sexualité, non. Sur le sexe, on est sur un truc très, très biologique et plus lié à la reproduction. Quand on parle de sexualité, on parle de toutes les pratiques donc, culturelles qui sont liées à ce qu'on fait, qui ne sont pas forcément liées à la reproduction, puisque la plupart du temps, quand on fait l'amour avec nos partenaires, non seulement on n'essaye pas de faire des enfants, mais on essaye à tout prix d'éviter de faire des enfants. Et bah oui. Et c'est vrai que bah, à partir de ça, on développe idéalement pas mal de pratiques, donc un vocabulaire, une grammaire. Plus le répertoire est large, bah, plus on peut commencer à inventer des trucs et plus on peut développer justement ce que j'appelle un style, qui est que, enfin voilà, moi par exemple, avec la pratique de la peinture et du dessin, je suis très contemplative, donc j'aime beaucoup regarder.
Je trouve que voilà, ça participe de mon plaisir. Il y a des personnes qui vont peut-être être plus sur l'odorat, comme la personne que vous recevez la semaine prochaine. Il y a des personnes qui vont être peut-être dans la performance, dans l'hyperbole, des personnes inspirées par le porno, des personnes inspirées par la musique. Et puis il y a aussi des questions de savoir-faire. Il y a des choses qu'on sait mieux faire que d'autres. On a des corps qui sont mieux adaptés à certaines pratiques qu'à d'autres. On n'est pas tous égaux face à toutes les pratiques sexuelles parce qu'on arrive quand même avec un outillage que la technologie nous permet de dépasser. Donc ça c'est super parce qu'on peut vraiment réinventer plein de trucs avec nos corps, mais il y a aussi quand même quelques contraintes physiques qui restent. Et à partir de tout ça, idéalement, on ne ferait pas l'amour comme les autres. Et ce serait... Enfin voilà, si quand on arrive à se dire, voilà, moi, ça c'est la signature Mazorette, c'est plutôt chouette. Alors, pour revenir à vos chroniques, si on dit comme Lacan que l'inconscient est structuré comme un langage, donc que les signifiants structurent la pensée, qu'il faut donc changer les mots pour changer les pensées et par extension les comportements, est-ce que c'est pour cela que vous avez fait ce volume qui s'appelle La vulve, la verge et le vibro, et qui est en fait une sorte de dictionnaire de la sexualité. Est-ce que c'était cette envie qui vous a mené à structurer cet ouvrage comme un dictionnaire? Moi, je voulais pas faire un dictionnaire du tout. Je me suis laissée entraîner. Euh, il se trouve que pour Le Monde, je faisais des étymologies des mots du sexe parce que c'est vrai que c'est important de savoir de quoi on parle et comment on dit. Seulement après, ça a pris la forme d'un dictionnaire. Moi, je suis un peu réticente à ce genre d'exercice parce que ça fait un peu des livres, des livres prétextes pour les libraires, enfin pour les vendeurs de livres. Et puis finalement, je me suis aperçue qu'en fait, ces chroniques-là, de toute façon, je les avais déjà écrites, donc je pouvais juste en rajouter quelques-unes et ça faisait effectivement un ouvrage. Moi, je suis vraiment passionnée d'étymologie depuis j'ai 12-13 ans, enfin depuis que j'ai fait du latin à l'école. Et c'est vrai que les mots qu'on croit connaître, donc il y a vraiment des mots techniques, mais aussi vraiment tous les mots de bite, chat, de couille, enfin qui appartiennent complètement à notre langage, qu'on emploie tout le temps. Et je trouve qu'il y a une vraie prise de pouvoir là-dedans, dans le fait déjà de jouir des mots, de les intégrer des fois dans les pratiques. Alors tout le monde pense au dirty talking quand on utilise des mots grossiers. Vous entendez là? Ah Oui, pardon. très bien. Excusez-moi, je suis très inquiet, voilà. Parce que je sais que là, je vois des Non mais visages c'est bien, il faut me qui discipliner. perçoivent pas. Et aussitôt qu'on se tourne pour parler, c'est vraiment un souci dans cette salle. Je Voilà. reste comme ça. Et voilà, il y a aussi d'autres manières d'employer les mots. Il y a des rituels d'adoration du pénis et de la vulve. Et ça m'amusait aussi parce que j'ai appris plein de trucs en écrivant ce bouquin que je croyais savoir, qui étaient des fausses informations, des fois des mots dont j'estimais qu'il n'y aurait rien à dire. Je me suis aperçue qu'il se passait plein de choses autour, donc c'est aussi un plaisir intellectuel qui est devenu un livre. En plus des chroniques, vous vous entretenez un dialogue permanent avec les lecteurs. Donc là, il y a, je crois, que c'est SOS Maya hein, avec @lemonde.fr, donc ça permet de constamment de dialoguer. Cette interactivité, elle se situe dans une histoire. Il y a d'actions, de personnalités féminines militantes comme Ménie Grégoire, qui est, voilà, ça vous parle peut-être moins, mais je voulais savoir justement si ces émissions à l'Oménie ou aux responsabilités sexuelles sur RTL, qui ont contribué à démythifier la sexualité, c'est une émission qui a battu des records d'audience pendant plus de 14 ans, hein, jusqu'en 81. Est-ce que des gens comme Ménie Grégoire, par exemple, c'est une référence pour vous? Est-ce qu'il y a, vous intéressez aussi à l'histoire de ces mots, l'histoire de cette organisation de pensée qui permet de dialoguer avec ses auditeurs? Est-ce que ça vous parle, ça, ou quand vous avez créé ce dialogue, vous n'aviez pas conscience qu'il y avait des femmes, des militantes qui vous avaient précédé? Pas tant que ça, pour être honnête, aussi parce que le dialogue, quand on est chroniqueuse, enfin, il y a plusieurs types de chroniqueuses. Il y en a qui sont vraiment dans l'écoute et dans le fait de répondre aux questions. Moi, je le fais juste une fois de temps en temps, et je trouve que c'est un exercice très compliqué et qui est pas forcément mon point le plus fort. Je pense que ça demande beaucoup de sagesse et que des fois, je suis pas très sage. Je suis meilleure en monologue qu'en dialogue, malheureusement. Et ensuite,
Ça m'empêche pas de lire avec admiration ce que d'autres font et je pense plutôt de mon côté à Dan Savage aux États-Unis, donc sur des choses un peu plus Parce que un peu plus queer, un peu plus vous bizarres. avez vécu longtemps aux États-Unis, hein. Vous avez beaucoup Ouais. circulé. Au Et j'ai beaucoup Danemark, circulé, ouais, j'ai fait 5 ans en Allemagne, 3 ans au Danemark et 6 ans aux États-Unis. Donc là, je suis rentrée il y a un an en France, Mhm. un peu plus d'un an. Et c'est vrai que ça a évidemment une influence sur la manière dont je pense la sexualité parce que on se confronte quand même à d'autres cultures, et notamment la culture américaine qui a, à de nombreux titres, enfin voilà, une avance sur certains sujets. Enfin voilà, je ne vais pas commencer à parler de la pensée woke forcément ce soir, mais qui peut créer beaucoup de tensions dans les milieux intellectuels aujourd'hui français, qui est devenu un enjeu de la présidentielle qui va venir. Et c'est vrai que avoir baigné dans cette culture-là pendant quelques années me permet d'être un peu plus zen par rapport à une manière de penser qui peut être perçue comme terriblement menaçante et qui ne l'est pas nécessairement. Et est-ce que, alors là, je parlais de Benny Grégoire, qui est effectivement quelqu'un qui a beaucoup compté, mais moi, je suis une génération, voilà, qui est plus, voilà, je suis né bien avant vous. Et donc, est-ce qu'il y a des personnalités dont vous avez évoqué cette américaine? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont compté pour vous, qui pourraient être voilà, des références pour les étudiants? Enfin, il n'y a pas que des étudiants dans la salle, mais il y en a beaucoup qui pourraient être des références pour eux, qui pourraient leur permettre de continuer leur recherche. Sur la sexo, alors là, Oui. en ce moment, c'est vrai qu'il y a un peu l'embarras du choix. Dans le vieux monde, moi, je suis très fan d'Agnès Giard, qui est mon homologue, chez Libération, et qui est une anthropologue qui est spécialisée dans les sexualités bizarres et du Japon, les sexualités avec les robots et les choses comme ça, donc plus les choses de niche. Et elle est vraiment passionnante parce qu'elle va sortir des sujets euh, enfin, sur lesquels moi je tomberai jamais parce que déjà je parle pas japonais. Et donc vraiment, elle, je la recommande. Ensuite, ça c'est vraiment pour le côté journalisme pur et dur. Et ça a mis beaucoup de temps en fait pour réussir à imposer la sexualité comme un sujet légitime, notamment dans les journaux de presse écrite, parce que on nous riait au nez. Enfin moi quand j'étais en école de journalisme, il allait de soi que c'était une très très mauvaise idée que de vouloir parler de sexe, que c'était pas un sujet, qu'il n'y avait rien à penser, qu'on pouvait pas y penser, que c'était juste une manière de faire de l'audience. Effectivement, ça marche plutôt pas mal. Mais il y a vraiment des trucs à raconter. C'est vraiment un champ intellectuel où il y a plein de trucs qui se créent, euh, plein de penseuses en ce moment. Et puis, bien sûr, il y a toute la nouvelle génération qui arrive, qui propose des choses différentes sur d'autres plateformes, et notamment Instagram et TikTok, que je suis un peu moins, que je devrais suivre. Mais je trouve ça aussi intéressant pour moi des fois d'admettre que j'ai 43 ans, que j'écris aussi en faisant partie d'une génération qui est peut-être aussi passée à côté de certains codes et je travaille pour des médias, enfin notamment Le Monde et France Inter, où je dois m'adresser à une audience qui a plutôt l'âge de mes parents. Donc j'essaye aussi de faire le lien entre des cultures qui sont hyper différentes sexuellement, qui sont la génération mai 68, qui peut être très sûre d'elle sur plein de sujets. Les 20-25 ans qui vont aussi avoir des idées à défendre avec vraiment une immense ferveur. Et j'ai l'impression que des fois, ces deux cultures sont en confrontation tellement violente et c'est tellement incompréhensible, les deux camps l'un pour l'autre, que c'est pas mal pour moi d'être en plein milieu pour pouvoir comprendre un peu ce que les deux racontent et essayer de faire en sorte que les deux camps se détestent un peu moins. Et vous réfléchissez en autonomie dans les bibliothèques avec les gens avec qui vous arrivez à dialoguer ou vous voyez aussi des experts, des sociologues, euh, des, des médecins? Est-ce que c'est ce type de réflexion que vous menez ou est-ce que vous travaillez en groupe ou vous prenez leurs recherches et vous essayez d'en tirer un certain nombre de conclusions ou est-ce je ne sais pas, vous connaissez des gens comme Eva Illouz, pour la ne citer qu'elle, qui est une sociologue de l'amour, si on, bon, elle est beaucoup controversée parce que justement faire la sociologie de l'amour, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, déjà de définir l'objet. Mais est-ce que c'est des collaborations que vous avez mis en place, que vous avez envie de mettre en place, ou c'est plutôt un travail solitaire que vous faites? Pour moi, c'est vraiment un travail solitaire. Je me sers énormément des livres qui sortent et des essais, donc vraiment la non-fiction.
Il en sort chaque semaine une pile qui arrive sur mon bureau et j'essaie de faire le tri péniblement là-dedans. Tout simplement parce que raisonnablement dans un livre, on aura vraiment le cœur de la pensée d'une personne et moi, ça me permet d'accélérer. Il y a beaucoup de production, donc il faut que j'essaie d'être très efficace. J'utilise beaucoup de podcasts. Et ensuite, il se trouve que moi, personnellement, bien sûr, quand j'ai une question, je suis entourée par... il y a toujours des médecins, des psys pour que j'essaie de ne pas raconter complètement n'importe quoi. Malgré ça, ça arrive que je me plante sur certains sujets quand même. Mais, euh, mais non, le fond de mon métier, il est solitaire et ensuite je vérifie que j'ai pas raconté n'importe quoi. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Et sur la petite communauté qu'on a de personnes en presse écrite qui s'occupent de sexualité. Par contre, c'est principalement des femmes, donc je vais juste parler au féminin. On se connaît toutes et on s'entraide toutes parce qu'il y a tellement de travail et on est si peu à le faire on n'est pas du tout sur une compétition, au contraire sur une entraide. Donc ça, c'est aussi vraiment agréable que dans un monde du journalisme où il y a plein de gens qui sont hyper précaires. Là, on soit sur une espèce de niche qui était désastreuse et qui est devenue très luxueuse en quelques années. Aussi, depuis l'affaire DSK, depuis le mouvement MeToo, évidemment, ce qui était perçu comme, une fois encore, l'article qu'on donne aux stagiaires ou alors à la personne qui n'a rien à faire ce jour-là est devenu une rubrique à part entière, euh, à peu près respectée. Mhm. À peu près. Et donc, vous êtes une militante de ce que vous nommez aussi l'intelligence sexuelle. Qu'est-ce que ça pourrait être une intelligence sexuelle? Euh, Est-ce que le sexe doit d'abord être analysé en tant que concept avant d'être pratiqué? Est-ce que c'est ce que vous voulez nous dire? D'abord, il y a une éducation, et c'est ce qui produirait une intelligence sexuelle? L'intelligence sexuelle, c'est plutôt Esther Perel, la sexothérapeute américaine, qui défend ça. Ensuite, moi, je suis d'avis qu'il faut absolument penser la sexualité. Et il se trouve que, comme je le disais tout à l'heure, parmi les personnes qui râlent chaque semaine, notamment dans Le Monde, en disant mais c'est terrible, il y a une chronique sexe, en plus le dimanche, le jour du Seigneur, ça ne va pas du tout. Un des grands arguments, c'est quand même que on est sur quelque chose de tellement pulsionnel et tellement naturel que il n'y a pas à réfléchir. En gros, il suffit de se laisser aller, il suffit de laisser faire la nature, et puis les fameux chacun fait comme il veut. Déjà non, enfin, chacun fait comme ses partenaires veulent et comme la loi le permet. Euh, en fait, c'est vraiment intéressant pour moi, c'est assez fascinant de voir toutes les barrières que les gens mettent entre la sexualité et l'intellectualisation de la sexualité, comme si le cerveau et le sexe, c'était complètement incompatible. Donc quand je parle d'intelligence sexuelle, c'est aussi de pouvoir revendiquer le fait que, bah non, c'est pas forcément un truc de décérébré, qu'il y a plein de penseurs et de penseuses qui s'occupent de ça. Et Et c'est pour ça que vous faites, par exemple, on l'a vu là dans la polémique sur Énorme, sur le film de Justine Triet, qui doit venir d'ailleurs. Et donc, c'était juste, vous faisiez un rappel à la loi, et ce rappel à la loi était considéré comme une censure. C'était un peu étrange. Un ah oui, rappel à la loi, complètement, oui. c'est juste de dire que voilà, il y a des éléments et qu'on doit s'appuyer aussi sur ces lois, que certaines choses sont. Oui, pour remettre un petit peu de Oui. contexte, c'était un film qui est sorti il y a un an, où c'était l'histoire, la comédie sur un homme qui oblige son épouse à tomber enceinte. Euh, donc, ouais, et c'était une comédie, et moi j'ai bien aimé le film, Le film mais est je très me, je fort. me permettais juste Et de Justine Triet dire est une très bonne cinéaste, mais voilà, voilà. que dans la vie c'est une entrave à l'IVG, et que c'est condamnable et qu'on n'a pas le droit de faire ça. Le film me permettait juste de rappeler un droit des femmes. Et c'est vrai que ça a été perçu comme un appel à la censure, alors que C'est- pas du tout. Et ça, c'est des fois aussi un signe de l'hypersensibilité absolue Mhm. de certaines populations qui sont les premières à traiter la jeune génération de flocons de neige et qui estiment toujours qu'on ne peut plus rien faire, qu'on ne peut plus rien dire, alors que vraiment, euh, notamment en Oui. France, vraiment, on peut faire ce qu'on veut à peu près, on peut dire ce qu'on veut toujours aujourd'hui. Flocon de neige, c'est Baptiste Ellis C'est Snowflake. qui utilise cette expression. Je voulais vous chroniquer essentiellement une sexualité hétérosexuelle.
Pensez-vous que vos analyses sont opératoires pour les personnes LGBT ou autres? J'essaye de dégenrer autant que possible parce que c'est des questions évidemment qu'on se pose hyper souvent de savoir à qui on s'adresse. Euh, et c'est un vrai problème en fait de savoir comment faire en sorte d'avoir un discours aussi inclusif que possible, alors que tout est toujours des fois surinterprété, c'est très compliqué. Par exemple, dans les dessins, comme je fais les illustrations pour mes chroniques pour Le Monde, Mhm. ben, ça m'arrive d'essayer d'avoir des personnes de formats différents, de couleurs différentes, et pas que des couples de sexes différents. Et c'est vraiment des prises de tête à chaque fois parce que c'est oui, mais si tu fais un truc sur, mettons, la performance sexuelle et que tu as décidé ce jour-là de mettre, je sais pas, deux hommes, alors forcément, ça voudra dire que c'est que les hommes qui seront concernés par la performance sexuelle, ou alors si je fais un truc sur l'infidélité et que je mets un couple de personnes noires, on va me dire, ah bah bien sûr, du coup, t'es en train de faire une assimilation entre l'infidélité et le fait d'être noir. Et c'est vrai qu'il faut faire hyper attention, et on se retrouve, et à juste titre, hein, évidemment, de faire en sorte de pas, à la fois de réussir à inclure tout le monde sans essentialiser personne, et c'est des questions passionnantes à se poser, euh, qui font que, ouais, des fois on échoue à être inclusif. Euh, et on essaye, et quand même je me dis, la 10e fois que je vais mettre un couple de même sexe, peut-être que les gens comprendront que ça n'a rien à voir avec le sujet de l'article, et que c'est juste la manière dont j'avais envie de dessiner ce jour-là, parce que c'est des couples comme les autres. Vous avez lu le livre de Juliette Drouin, qui est artiste, activiste, qui vient de publier Sortir de Mais l'hétérosexualité, bien sûr. voilà, et qui rêve d'une ouverture des possibles pour aimer, sexer, cohabiter, procréer, être parent avec qui l'on veut, comme on veut. Pensez-vous, est-ce que cette pensée vous aussi vous touche? Est-ce que vous essayez de lutter contre la binarité? Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations? Bien sûr, mais là, sur un sujet aussi complexe, parce que c'est vrai qu'on me demande souvent, alors, la binarité, les hommes et les femmes, nature ou culture, c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce qu'on est sur un spectre qui va de l'hyper masculin à l'hyper féminin, ou alors est-ce que quand même, bah, d'un côté, il y a des personnes qui ont des gamètes masculines et des gamètes féminines. En vrai, je pense qu'on est un petit peu passé au-delà de cette question aujourd'hui, et que là pour l'instant, l'idée ce serait plus de réussir à faire en sorte qu'on arrive tous à habiter ensemble dans les mêmes espaces. Et les questions que soulève Juliette Droit, alors IEL le fait avec une colère qui est hyper réjouissante à lire. Enfin, je vous recommande son dernier bouquin. Euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est en gros que les gens réussissent à trouver dans la sexualité et dans la vie en général suffisamment de dignité et de liberté pour se sentir bien. Et en sexualité, j'ai bien l'impression que la binarité sert assez rarement ce genre de projet. Parce que quand on est assigné à une essence d'homme ou de femme, on perd mathématiquement 50% de sa liberté. 50% de la manière dont on peut s'exprimer. Alors ensuite, on peut rentrer dans des choses en disant, voilà, moi je suis une femme avec une part masculine, je suis un homme avec une part féminine, mais le fait de continuer à employer ces mots-là et ces catégories-là forge quand même des espèces de grosses séparations entre les gens qui me semblent pas très, enfin pas toujours très très productives. Et à l'inverse, réfléchir en termes de continuité entre les personnes, moi ça m'intéresse beaucoup parce que dans ce cas-là, tout devient un peu plus flou, un peu plus perméable. Et dans un homme en face de moi, je vois plus un adversaire ou quelqu'un d'un sexe qui serait opposé, ce qui est quand même hyper violent, euh, mais, euh, mais quelqu'un qui va me comprendre. Par exemple, ne serait-ce que sexuellement, si on se dit les hommes sont radicalement différents de moi, alors dans ce cas-là, c'est perdu d'avance. Enfin, l'hétérosexualité, faut arrêter. Dans ce cas-là, on se comprendra pas, on se rendra toujours malheureux. Alors que si on est dans la continuité et qu'on se dit, bah, on est des êtres humains avant tout, et puis bah, peut-être que voilà, on n'aura pas les mêmes hormones qui vont pas produire toujours les mêmes effets,
on n'est surtout pas la même personne, on n'a pas la même culture. C'est peut-être plus intéressant de réfléchir comme ça. Ça marche mieux, je trouve, en fait. Donc j'imagine que cette chronique qui est parue, je crois, en 2018, La liberté d'importuner, qui avait été menée, donc j'en parle ici parce qu'elle était menée par Catherine Millet, hein, donc qui est la rédactrice en chef d'Art, qui est la directrice plutôt d'Art Presse, puisqu'elle n'est pas la rédactrice en chef, même si elle dirige tout d'une main de fer. Toujours est-il que à ce moment-là, ils avaient publié avec un manifeste avec une centaine de femmes, dont Catherine Deneuve, ce manifeste qui est donc sur la liberté d'importuner, qui était lié au moment MeToo, au moment Balance ton port. Et qu'avez-vous pensé de cette tribune et de la liberté d'importuner? Est-ce que pour vous, c'était une aberration ou c'est quelque chose qui pouvait se comprendre? C'était une trahison profonde, enfin pour moi, hein, telle que je l'ai vécue, parce que la liberté d'importuner, enfin moi enfin défense de la liberté, super, mais alors celle-là, vraiment en l'occurrence, je peux pas me rappeler du nombre de fois dans ma vie où j'étais en train d'écrire une chronique dans ma tête, en train de marcher dans la rue, et je pense que j'ai complètement oublié ce que je voulais. Si ça se trouve, j'aurais gagné un prix Nobel de littérature si j'avais pas été tant importunée dans ma vie. Il y a quand même une question d'espace mental. Non, non, mais qui est réelle, que c'est pas seulement une question d'espace physique dans la rue, de venir se faire embêter. Enfin, je trouve que ça se fait beaucoup moins maintenant. Il y a aussi le fait d'avoir une vraie déperdition de, enfin, pas seulement de confort, mais vraiment de productivité, comme ça, d'être empêché constamment. C'est assez grave. Et le fait de le voir banalisé comme ça par des femmes qui appartenaient quand même, pour beaucoup, à la grande bourgeoisie, donc qui, à mon avis, prennent pas tant le métro que ça. Ouais, j'ai trouvé que c'était une trahison profonde. Et alors effectivement, donc là, on a quelqu'un qui s'occupe beaucoup d'art, qui vient signer ce discours. Et c'est vrai que ça faisait aussi partie de toute plein d'interrogations sur le fait qu'il faille séparer l'homme de l'artiste, que l'artiste devait avoir un petit peu tous les droits et être au-dessus des lois. Moi, ça m'intéresse beaucoup la liberté de l'artiste, mais ça m'intéresse aussi beaucoup la responsabilité des artistes. Enfin voilà, pas forcément, enfin pas pour produire de l'art moral, mais pour s'interroger sur les effets que produisent les œuvres qu'on crée sur les gens qui les reçoivent. Et ces effets, on sait qu'ils existent. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire de l'art moral, mais ça veut dire qu'on peut quand même se poser la question, et d'autant plus si on aime les artistes, parce qu'à l'inverse, si on dit que les artistes vivent dans un monde parallèle, alors c'est très infantilisant pour les artistes. Enfin, on les considère comme des gamins immatures qui ne seraient pas vraiment capables de comprendre le monde qui les entoure. Et je trouve que c'est pas très sympa, en fait, pour les artistes de les considérer comme ça. Euh, et c'est aussi quelque chose qui était un peu générationnel, avec des femmes qui, pour beaucoup, étaient de la génération de mes parents, sur des choses que moi j'ai beaucoup entendues en grandissant, qui étaient cette espèce de cliché terrible de on fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments. Alors déjà quand même, ça exclut quelques auteurs brillantissimes qui étaient pleins de bons sentiments. Et comme si voilà, il fallait forcément être immoral, comme s'il fallait forcément être dans la transgression absolue de tout pour être un artiste brillant, et comme si en fait le fait d'avoir des mauvais sentiments, ça produisait automatiquement du bon art. Et ça a donné des aberrations, ça a donné enfin, des ouvrages de pédophiles reconnus, Mhm. sponsorisés par l'État français. Donc je crois que c'est une logique, enfin peut-être qu'il fallait qu'on essaye à un moment de notre histoire, mais là on a fait beaucoup de dégâts. Et, et je sais bien que voilà, quand peut-être ce qui est perçu comme un espace de liberté et de création est enlevé, dans ce cas-là, ça va beaucoup crier en face. Mais là, j'ai pas l'impression, enfin j'ai l'impression que justement, évidemment que l'art il déborde sur le réel, et que là, c'est des artistes qui ont débordé sur des vrais humains qui ont été victimes. Donc la liberté d'importuner, non, pas possible. Oui, on peut rappeler cette citation de Godard qui dit, quand on lui demande si les artistes ont des droits, il dit non, pas, ils n'ont pas de droits, ils ont des devoirs. Et effectivement, là, il y a une éthique à tenir. Mais au dehors de ça, je voulais vous demander, voilà, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, il y a, bon, il y a des appellations que les sociologues ont mis en place, les baby boomers, la génération X, les milléniums, donc les baby boomers qui seraient ceux d'après-guerre, qui seraient plutôt moi.
la génération X qui serait plutôt la vôtre, les, les baby boomers qui sont aussi présents dans cette salle. Est-ce que vous pensez que entre ces trois générations, il y a une façon d'aborder la sexualité de façon extrêmement différente? Vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, mais peut-être que vous pouvez aller plus loin dans vos chroniques. À qui vous vous adressez? Est-ce que vous vous adressez à ces trois générations? Est-ce que vous avez un désir global, ou vous pensez que déjà pour cette génération de baby boomers, donc les générations qu'on a ici d'étudiants, les choses sont à peu près gagnées? Est-ce qu'il faut revenir tout le temps sur la chose? Comment fonctionne cette interaction entre ces trois générations? Oui, j'ai la chance dans le boulot pour Quotidien à la télé de faire les questions des enfants. Donc je commence à partir de 4-5 ans. Pour les plus vieux lecteurs du monde, je finis à 120 ans. Donc ça c'est vraiment génial. Si, enfin, c'est incroyable tout ce qui a changé. Moi, je trouve que c'est des habitudes profondément différentes. Euh, Entre donc une génération mai 68 et qui vraiment toute mon enfance, enfin c'est vraiment, moi mes parents avaient 18 ans en 68, donc c'est vraiment exactement ça, qui était toujours en train de dire, nous on a fait la révolution sexuelle, il ne te reste plus qu'à en profiter, et puis ouais, de quelle révolution sexuelle on parle, qu'est-ce que ça a donné exactement comme effet, est-ce que vraiment c'est une génération qui a réinventé les pratiques sexuelles? J'ai l'impression que, enfin, à part effectivement sur un truc comme la fellation, euh, qui était une pratique qui a été plus légitimée à ce moment-là, ça a surtout consisté à faire exactement la même chose avec plus de gens. Non, pas forcément une invention extraordinaire. Ensuite, moi, ma génération, bah, c'était évidemment les années SIDA. Et ça a créé beaucoup de nouvelles choses parce que, évidemment, quand moi j'avais 15 ans, on avait très peur de la pénétration, même avec le préservatif, on n'était jamais sûr que ça marcherait. On avait toujours l'impression qu'on allait mourir, en fait. Donc, bien sûr que les rapports génitaux, les trucs avec les mains, et puis ensuite, bah, il y a eu les sextoys qui sont arrivés quand j'avais une vingtaine d'années, enfin, qui existaient déjà, bien sûr, mais qui d'un seul coup sont devenus une grosse mode. Et d'un seul coup, bah, il y a des plaisirs normalement inaccessibles au corps humain qui sont devenus possibles et vendus partout. Et là, vraiment, de choses que, voilà, un homme ne peut pas faire ça, une femme ne peut pas faire ça, mais un objet peut. Donc là, évidemment, ça a complètement étendu le champ. Et puis là, sur la génération plus jeune, justement en mettant à mal la binarité, alors on commence aussi à voir des choses arriver qui est dans des couples, enfin dans des rapports hétérosexuels, les femmes qui pénètrent les hommes de plus en plus, donc une complète remise en question des normes de genre. Et là, effectivement, on va encore plus loin et on invente encore autre chose. Et tout ça me paraît super. Et Oui. ça s'accumule, hein, donc tout le monde est invité à cette fête-là. Vous savez, Maya, j'ai décidé d'un format un peu différent aujourd'hui parce que je me sentais pas tout à fait légitime pour prendre la parole pendant si longtemps. Donc je me suis dit que je dialoguais avec vous pendant 45 minutes, ce qui vient d'être fait. Mais ce que j'aimerais bien, c'est maintenant donner la parole au public pour que voilà, on puisse échanger, et je pense que les questions seront différentes et elles seront peut-être plus appropriées à, à notre public. Voilà. Donc Ok, je voudrais remercier Maya déjà pour ces 45 minutes. Merci Maya. merci. Et puis, qui veut prendre la parole? Vous voulez passer le... C'est normal d'être timide. Sinon, je continue à parler en monologue pendant 45 minutes. Je disais tout à l'heure que j'étais nulle en dialogue, donc je peux faire ça aussi. Je peux reprendre la parole hein, si vous le souhaitez, mais mon format, c'était de vous laisser la parole davantage. Personne ne veut se lancer? Bon, vous voyez, c'est une génération qui est encore plus timide que moi. Donc, dans le vocabulaire, je vais reprendre. Et puis, si vous voulez prendre la parole, vous levez la main. Donc, est-ce que vous avez, donc avec les baby boomers, repéré des nouvelles pratiques, des choses qui signifieraient quand même que les choses bougent, qu'on va vers un mieux? Ou est-ce que vous avez plutôt une impression négative? Sur cette génération-là en Oui. particulier, c'est un peu compliqué parce que il y a quand même, j'ai l'impression, une certaine crispation sur ce genre de sujet, sur l'impression d'une fausse route, pour citer le titre d'un livre d'Elisabeth Badinter.
Sur une idée aussi de la sexualité qui est que, en gros, si on veut que ce soit bien, il faut quand même que ce soit de préférence un homme et une femme, et de préférence avec une pénétration, et que le reste, c'est bien joli, mais c'est des préliminaires, ouais, de l'embellissement, mais c'est de la décoration, quoi. Euh, Quand on regarde les enquêtes statistiques, parce qu'à l'arrivée, moi, ce que je pense, c'est pas important. Ce qui compte, c'est de voir ce que les gens font. Et ça, c'est génial parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment savoir, et des fois vraiment en détail. On voit que la pratique sexuelle elle-même, elle évolue sur un temps très très long. Mais elle évolue sur un temps très régulier aussi. Donc, je parlais de la fellation tout à l'heure, mais c'est pareil pour le cunnilingus. On voit que c'est des courbes hyper régulières dans le temps. C'est pareil pour les sextoys, c'est pareil pour l'infidélité. C'est chez les femmes que ça bouge le plus parce que c'est elles qui avaient le plus à conquérir. Donc on voit de plus en plus, même sur le nombre de partenaires, les femmes, on dit toujours, rattraper les hommes. Et puis là, sur une actualité plus récente, on commence à parler de plus en plus de deux choses. Une baisse de la fréquence sexuelle globale, et notamment chez les jeunes, qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, c'est juste que quand les chercheurs posent les questions, par rapport sexuel, ils entendent une pénétration, et peut-être que les jeunes, ils ont autant de rapports sexuels, mais pas forcément avec pénétration. Donc il y a plein de choses qui retombent un petit peu sous le radar. Et aussi avec toutes les questions qu'on se pose depuis le mouvement MeToo, peut-être beaucoup de rapports non désirés qui n'ont pas lieu. Et dans ce cas-là, c'est effectivement aussi une bonne nouvelle. Donc des fois, quand on voit le titre d'un article qui dit il y a moins de rapports sexuels, on se dit c'est terrible, on va tous mourir. C'était peut-être aussi des rapports évitables. Euh, et la deuxième chose, évidemment, c'est un peu un cliché de le dire, mais c'est l'incorporation des codes de la pornographie dans les pratiques quotidiennes. Et notamment, on n'a pas les chiffres pour l'instant sur la France, mais on les a sur l'Angleterre et les États-Unis. Des choses qui grimpent en flèche dans l'ordre de tirer les cheveux, de gifler et notamment d'étrangler. Y compris quand c'est pas discuté et y compris quand du coup ce n'est pas consenti. Et ça, c'est vraiment un truc lié au porno, c'est-à-dire que c'est des pratiques qui sont tellement omniprésentes dans la pornographie mainstream que de bonne foi, enfin c'est terrible à dire, mais je pense de bonne foi, des jeunes hommes le font en se disant bah normal, je le fais, je l'ai vu. Et de bonne foi, les partenaires en face tombent complètement dénus et ont peur, pour des bonnes raisons, en se disant mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver. Donc là, sur les tendances les plus récentes, on a ces choses-là. Et puis évidemment, alors, la montée de la non-binarité, dont on va voir les effets sur les pratiques, mais peut-être un petit peu plus tard, le temps qu'on puisse inventer une nouvelle grammaire pour ces nouvelles interactions. Et ça, c'est passionnant, en fait, de se dire, depuis que j'ai commencé à faire ce métier, donc il y a une vingtaine d'années, enfin déjà tout ce qui a changé, et entre ma génération et celle de mes parents, tout ce qui a changé, c'est incroyable. Alors je me dis, mais si ça continue dans cette espèce d'explosion et où chacun invente ses trucs, il y a de plus en plus de niches, où on voit bien que c'est pas seulement une question de corps, mais c'est aussi une question de technique. Aller savoir ce que la réalité augmentée va faire à nos sexualités, par exemple, ou la réalité virtuelle, ou le métaverse de Facebook. On se dit que on vit vraiment une époque Covid, SIDA mis à part, qui est assez géniale de ce côté-là, parce qu'on est vraiment en train de tout, euh, de tout réinventer sur les pratiques, sur les corps, sur les interactions. Et de plus en plus, le sujet qui monte, c'est l'amour. Donc pas seulement ce qu'on fait au lit, mais aussi avec qui on le fait, comment. Donc bon, évidemment, le Mona Cholet, euh, évidemment, qui va s'en vendre 800 000 exemplaires pour Noël. Le podcast Le cœur sur la table de Victoire Tuaillon. Il y a beaucoup de choses qui se font autour de ça. Donc on voit bien que ces questions qui étaient très, très intimes enfin, ont toujours été politiques, mais maintenant vraiment ça commence à bien se structurer. Et que bah, ces vieux justement slogans féministes qui veulent que l'intime soit politique, là c'est plus vrai que jamais. Et c'est intéressant parce que la politique elle-même, elle est hyper foisonnante en ce moment. Donc je me dis qu'on a vachement de chance. Oui, De... c'est justement la question que je préparais, c'est-à-dire que pour vous, la sexualité, il me semble que elle est politique parce que vous avez un positionnement politique, mais vous pensez que toute sexualité est politique. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Enfin, sauf... non, j'allais dire sauf chez les animaux, mais en fait, là, je viens de lire un bouquin sur la comparaison entre la sexualité humaine et la sexualité des grands singes, des primates et des trucs comme ça.
Et non, c'est vachement politique chez eux aussi, en fait. Donc, Il non, non, on n'y semblerait, échappe pas, en oui. fait, hein. Des questions, je continue Ah, ou la timidité est tombée? bonjour. Et merci pour tout ce que vous faites, votre travail. Bon, j'ai lu vraiment tous vos livres. Je voulais vous remercier pour cette ode à à l'hétérosexualité d'une certaine manière parce que vous mettez les rapports hommes-femmes à égalité et ça fait plaisir d'entendre un discours qui érotise vraiment les hommes de la même manière que les femmes dans la société en permanence. Mais c'est vrai que dans les relations hétérosexuelles, on peut pas sortir de ces rapports de pouvoir qui sont indéniablement oppressants en permanence. Et c'est vraiment très dur de rencontrer des hommes qui sont vraiment éclairés sur la question. Et donc, je voulais vous poser la question du lesbianisme politique. Est-ce que c'est possible de choisir son orientation sexuelle comme un refuge, comme une issue de secours à ce système d'oppression qui est vraiment très difficile à supporter en tant que femme au jour le jour? Et voilà, est-ce que c'est possible de choisir ça ou pas? Alors, pragmatiquement, on peut, puisque certaines le font. Donc, là, l'expérience nous démontre que, bien sûr, c'est possible. Euh, je rencontre de plus en plus de femmes qui en ont marre de ces rapports de pouvoir et qui décident effectivement de plus avoir de relations amoureuses avec des hommes et des fois plus de relations du tout avec les hommes. Voilà, ça situe en parallèle aussi de l'invention de boîtes à outils dans l'hétérosexualité qui me permettent normalement de déconstruire pas mal des problèmes d'asymétrie de pouvoir qu'on peut trouver. Donc il y a aussi une intelligence collective à laquelle il faut faire un petit peu confiance. Il y a des choses qui sont en train de s'inventer, il y a des conversations. Je pense à la charge domestique, la charge mentale, la charge sexuelle, des choses dont on ne parlait pas du tout, qui n'étaient pas reconnues. Et maintenant, on peut en parler parce qu'on a les mots et on les a parce qu'il y a des penseuses qui s'y collent. Euh, et si on a des amoureux qui sont pas trop cruels ou stupides, ou les deux, normalement, ça permet vraiment d'ouvrir la conversation parce que ce truc sur lequel on n'arrivait pas toujours à mettre des mots, bah, maintenant on sait ce que c'est. C'est passionnant aussi pour les hommes qui ont tellement de choses à gagner, évidemment en déconstruisant un système qui opprime la plupart d'entre eux. Et enfin, dernière petite chose, il y aura toujours des asymétries de pouvoir. Euh, Pas seulement liées au sexe des personnes et pas seulement d'ailleurs en faveur des hommes, aussi parce qu'on ne gagne pas le même argent, parce qu'on n'a pas le même âge, parce qu'on n'est pas la même personne, parce qu'on n'a pas autant de diplômes que l'autre. Donc si on cherche des relations complètement plates et horizontales, je suis pas sûre qu'on y arrivera. Enfin, ou alors ce sera vraiment compliqué, il faudra vraiment bien trouver la personne sur Tinder. Mais ensuite, une fois qu'on en aura, qu'on les aura suffisamment conscientisés, qu'on en aura suffisamment parlé avec l'autre, on pourra commencer à en jouer. Et ça peut être plutôt rigolo et ça peut être plutôt érotique. Donc plutôt que de faire du pouvoir un ennemi absolu, une fois qu'on a effectivement bien posé les choses et qu'on sait que là par exemple, mettons dans un couple, j'ai fait beaucoup plus la vaisselle que toi et c'est probablement parce que tu gagnes plus d'argent et je me sens obligée de compenser un truc. Une fois que les choses sont dites, qu'elles sont remises à plat, alors on peut aussi se dire, bon bah puisque tu gagnes beaucoup plus d'argent que moi, eh ben, dans ce cas-là, je vais peut-être faire la vaisselle, mais je la ferai en tenue de soubrette incroyable. Enfin, ouais, je sais pas, on peut inventer des choses en tout cas. Donc moi, je suis pas du tout désespérée par l'hétérosexualité, ni par les hommes en général. Euh, Plutôt au contraire, je les trouve cool, hein. Et voilà, non mais c'est vrai en général. En fait, quand on voit les statistiques sur quels sont les mecs problématiques, on voit qu'on tombe toujours. Alors bon, c'est beaucoup et peu à la fois. En gros, il y a entre 24% et 33% d'hommes qui sont vraiment sexistes. Enfin, c'est leur manière de penser. Ils ne croient pas que les femmes soient leurs égales. Ils pensent que soit il n'y a pas de problème d'égalité dans ce pays, soit s'il y en a, c'est en leur défaveur. Qu'une femme qui se fait violer l'a bien cherché. Donc en gros, on tombe toujours à peu près sur le même pourcentage. Du bon côté, du revers de la médaille, ils sont minoritaires. Du mauvais côté, un quart ou un tiers, ça fait beaucoup. Mais ça,
c'est une donnée actuelle. C'est des chiffres qui reculent. Donc, en gros, les idées féministes, de toute façon, elles avancent. Et je crois que c'est l'an dernier où justement on a passé le moment où plus de la moitié des Françaises disent féministes. Mais moi, c'était inimaginable. Enfin, moi, j'ai commencé à militer quand j'avais 16 ans, donc il y a plus de 25 ans. C'était, je sais pas, on était quatre, quoi. Et on était humiliés tout le temps. Et la honte change de camp aussi sur ce genre de truc. Donc, ce serait dommage, en fait, de lâcher l'hétérosexualité, enfin, si on aime les hommes, hein, juste au moment où elle commence à devenir vraiment supportable, enfin, où on a tellement d'espoir, où il se passe tellement de choses, où ça se passe tellement mieux. Ouais, ce serait dommage. Et en plus, alors, l'hétérosexualité, ce qui est génial, c'est que ça permet de rendre plus d'hommes féministes, puisque du coup, on les garde près de nous. Il faut, enfin, voilà, c'est un super moyen de les Est-ce que c'est convaincre, notre rôle aussi, quoi? Parce que c'est une charge mentale énorme de devoir Oui, éduquer d'une certaine manière, et dans une relation hétéro ou d'amour, tout simplement, c'est pas forcément un rôle qu'on a envie d'avoir, que de devoir, je sais pas, noter tout ce qu'il y a de mal. oui, Enfin, c'est quand même hyper pesant, je trouve. mais tout à fait. On a le droit d'être fatigué et on a le droit d'en avoir marre, carrément. Ensuite, l'avantage, c'est que nous sommes légion et qu'on n'est pas obligé de faire le boulot toute seule. On peut aussi dire, je vais pas t'expliquer, j'ai pas besoin de t'expliquer, puisque tu vas écouter les couilles sur la table, tu vas écouter les podcasts, tu vas regarder tel documentaire, tu vas lire tel bouquin. Donc enfin, je pense qu'on est plein à se poser la question de comment pas s'épuiser et bah, c'est pour ça que l'augmentation du nombre de personnes qui sont dans ces mouvements, le nombre de productions qui sont faites, qui fait qu'il y a quasiment, enfin, je pense notamment au podcast où vraiment il y a plein de trucs qui sortent. On se dit, quelle que soit votre situation, vous trouverez le podcast qui va être super pédagogique, qui va bien tout expliquer. Et ensuite, si la personne a une mauvaise volonté, bon là, il faut partir, c'est sûr, hein. Mais normalement, une personne amoureuse va être de très bonne volonté, j'espère. Une autre question derrière. Tu veux bien passer le micro derrière? Vous m'entendez? Très Oui. bien. Euh, euh, alors, un sujet qui me semble assez peu exploré en sexologie, en tout cas que je sache, ce serait la sexual shame, qui serait la honte sexuelle, donc qui serait une honte extrême, consciente ou inconsciente, vis-à-vis du sexe, qui est souvent due à divers traumatismes. C'est un sujet que je trouve fascinant et sur lequel je n'ai pas vraiment trouvé, pas forcément beaucoup cherché de ressources non plus. Et je me demandais si vous aviez pu l'explorer, si vous avez des commentaires dessus, peut-être que vous avez pu échanger avec une grande variété de personnes et que vous avez pu remarquer peut-être des motifs de honte, des causes spécifiques. Voilà. Je ne sais pas si vous avez pu m'entendre. Si, complètement. Ok, super. Sur les messages que je reçois, ça peut arriver effectivement qu'on mentionne ça, alors suite effectivement à des traumatismes, suite à des violences sexuelles, mais aussi tragiquement encore aujourd'hui sur les personnes en situation de handicap, sur des personnes gays, lesbiennes, bi, qui arrivent pas du tout, enfin qui sont désespérées parce qu'il leur arrive. Et en fait, le revers de la honte qu'on ressent à l'intérieur, c'est évidemment toujours la honte euh, qu'on a intériorisée et que la société pourrait nous renvoyer. Donc une fois encore, il y a un super boulot collectif à faire autour de ça, qui est de faire en sorte de dire aux femmes, enfin notamment aux femmes et pas que les femmes, enfin les victimes de violences sexuelles par exemple, de bien redire à chaque fois que c'est absolument pas de leur faute, et de prévenir aussi, même dans les représentations, des fois dans les films, les séries télé, de casser un petit peu ces automatismes qu'on a sur ce qui est un corps intact et ce qui est un corps désirable, les deux. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que forcément, quand on arrive dans une nouvelle relation, il faudra arriver en étant parfait, et l'idée qu'on a de la perfection,
enfin déjà l'idée qu'on doit être parfait et l'idée de la forme que prend cette perfection sont complètement délirantes des fois. Et, et il me semble que là, par exemple, ça c'est des choses que moi je pourrais expliquer 1 million de fois, mais je pense que c'est beaucoup plus puissant dans ce cas-là de recourir justement à la fiction et à l'art et de créer les représentations dans lesquelles ces situations-là sont OK. Et éventuellement, si c'est des corps de personnes qui ont honte, de les montrer comme désirables. Et là, le travail de l'artiste joue à plein. Et effectivement, donc ça, c'est vraiment des choses qui commencent à se faire de plus en plus. Mais il faudrait que ces productions maintenant deviennent encore plus mainstream et qu'on parle vraiment de films grand public. Enfin, ça va, ça commence à se faire. Les producteurs commencent à avoir eu le mémo. Je sais pas si ça répond suffisamment à ta question. Si, pour vous, c'est vraiment vis-à-vis des médias, dans l'éducation, tout ça, pour qu'il y ait vraiment un basculement. C'est-à-dire que pour moi, la honte, d'accord. elle n'existe pas juste comme un truc qui est à l'intérieur de nous. Cette honte, elle reflète les attentes de la société. Si on change les attentes de la société, alors la honte devrait être plus supportable. J'aurais dû répondre comme ça, c'était plus court, peut-être. Ok. Ok. Bonjour. J'ai une question par rapport à votre pratique journalistique. Est-ce que dans les rédactions dans lesquelles vous travaillez, vous subissez encore une forme de censure dans les sujets que vous proposez? Assez peu, mais récemment, il y a un sujet qui n'est pas passé dans Le Monde où je parlais d'asphyxie érotique. Et alors, c'est pas de la censure, c'est une discussion commune. Dans la mesure où j'arrivais à la conclusion, après 3 pages, que même en faisant un truc très très doux autour de la gorge de quelqu'un, il y avait toujours un risque de mourir. C'était compliqué de faire un article pour parler de ça en détail et en donnant plein de conseils, parce qu'à l'arrivée, c'était quand même trop risqué. C'est pas une censure. Ensuite, donc pour la presse écrite, je dirais, à part vraiment des cas comme ça, où des fois, des problèmes de timing, où je décide de faire un truc sur la différence d'âge et il y a un scandale pédophile qui éclate le lendemain. Ça m'est arrivé aussi. Et c'est pas tant une censure que c'est reporté plus tard pour pas froisser une opinion publique ou des victimes qui sont déjà suffisamment fragilisées pour qu'on n'en remette pas une couche derrière. Et ensuite, en télévision, plus particulièrement, il y a toujours la question de savoir comment montrer les choses. Et là, effectivement, il faut faire attention parce que quand j'ai commencé la chronique télé, au bout de 2 mois, on avait déjà eu un rappel du CSA pour dire qu'il fallait faire un peu attention. Mais ça, c'est aussi une question de timing. Je pense que si j'avais une émission qui passait plus tard le soir, ce serait peut-être plus simple. Non, en fait, ça va. On me laisse plutôt faire ce que je veux, en vrai. Et puis, et les censures, elles sont toujours discutées. Donc, il n'y a personne qui passe derrière et qui coupe. Parole se libère. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas trop comment formuler ma phrase, mais je sais que faire l'amour, c'est bon pour la santé. Ça peut. Et du coup, je voulais connaître votre avis sur l'abstinence. Ah, mais très bien. Enfin, si on n'a pas envie, le pire, ce serait de se forcer. C'est très compliqué en fait de savoir combien de personnes ne font pas l'amour, mais beaucoup plus que ce qu'on imagine. Il y a les personnes asexuelles qui n'ont jamais envie, et on estime qu'il y a une personne sur 100, ce qui est à la fois très peu et énorme, qui n'a aucune envie. Et dans ce cas-là, ce serait très mauvais pour leur santé que de se forcer à avoir une sexualité pour faire comme tout le monde. Ensuite, il y a évidemment les personnes qui n'ont pas accès à la sexualité parce que ils et elles n'ont pas de partenaire sous la main, auquel cas la masturbation est une option formidable. Et il y a aussi les couples qui font pas l'amour, qui sont extrêmement nombreux. Et effectivement, plus on avance en âge, plus on a des couples complètement abstinents, généralement sur la fréquence sexuelle.
Ça, c'est des statistiques dont on dispose et dont on sait qu'elles sont fausses parce qu'il y a une surévaluation systématique des couples. C'est un peu comme quand on demande aux hommes leur nombre de partenaires sexuels. Généralement, ce sera plus élevé que la réalité. Les femmes, ce sera moins élevé. Les couples ont tendance à dire oui, oui, je fais 2 rapports hebdomadaires. On est plutôt sur les vrais chiffres recoupés avec d'autres données qu'on a. On est plutôt à 2 rapports par mois sur un couple, en moyenne. Donc ça, avec les couples de tous les âges là-dedans. Voilà. Donc nous avons tous une petite créature abstinente qui dort en nous. J'arrête pas de buter là-dedans. Je pensais que c'était plus, ça m'étonne. 2 fois par mois. Ouais. Oui, hein. Ouais, mais c'est pas ce qu'on ment. Je sais bien déjà 2 fois par mois. Oui. Quelqu'un d'autre? Plus de questions pour Maya? Ah. Bonjour. Bonsoir. Oui, juste, moi je me demandais, parce qu'aujourd'hui on a accès très facilement justement à toutes les informations sur la sexualité, mais pas forcément dans une société qui est vraiment éduquée pour ça. Et du coup, on arrive avec plein d'infos, des femmes très libérées sur leur sexualité, et en même temps des hommes qui n'ont pas encore évolué face au regard qu'ils ont sur la femme. Et du coup, je me demande aussi comment gérer ça, le fait que aujourd'hui, quand on est une femme assumée sur sa sexualité, on est considéré comme une femme très ouverte, très libérée, et donc on nous catégorise directement aussi dans quelque chose qui n'est pas forcément naturel pour tout le monde, et donc c'est pas forcément, on n'est pas pris au sérieux en fait, alors qu'on est juste en train de déconstruire justement le regard de la société sur la sexualité féminine. Oui, il y a un souci sur les femmes expérimentées en général, c'est très peu valorisé. Encore aujourd'hui, c'était dans mon article d'avant-hier dans Le Monde, où on voit que 3 hommes sur 5 préfèrent une femme qui n'a pas trop d'expérience sexuelle. Alors c'est sûr, ça sécurise sur les performances. Mais pardon. Je suis d'accord. Et attends, du coup j'ai oublié ta question, excuse-moi. Non, c'est juste comment gérer ça, pas vraiment gérer ça, mais comment se placer par rapport à ça et comment éduquer ça face à soi. Comment faire que les hommes se rendent compte aussi que c'est parce qu'on est totalement libéré sur notre sexualité que on va être classifié comme, je sais pas, des nymphomanes ou comme des femmes très libérées et que c'est juste normal. Moi c'est un combat que j'ai perdu depuis longtemps, hein, celui-là. Ok, merci. Euh, en fait, l'opinion des autres sur nous devrait quand même rester, enfin à mon humble avis, un épiphénomène de notre vie intérieure. Enfin, je suis ravie que les gens, éventuellement les hommes, aient une opinion par exemple sur moi, mais c'est tellement faible par rapport à ce qui me porte. Et la sexualité, ça peut vraiment être un truc qui nous porte, qui nous transcende, qui nous connecte aux autres. Je pense que si on est très 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 connecté à ça, si on est très en adéquation avec les choix qu'on fait, alors la vie des autres, euh, c'est pas vraiment un problème. Enfin, du tout. Ensuite, alors évidemment, Après, ouais, c'est quand ça si se on veut ressent avec les fréquenter des partenaires hommes, aussi. ouais, mais je sais pas si c'est pas aussi des fois une question de classe d'âge. C'est-à-dire il y a des âges de la sexualité. Et quand on commence, alors plus quand on a 15 ans et quand on est dans la découverte, souvent ce qu'on observe, c'est qu'on a envie de se rassurer, qu'on a besoin de codes hyper rigides et qu'on a besoin d'essayer de bien faire. Et ça crée des premières relations avec nos premiers partenaires qui des fois sont assez classiques, enfin très monogamie, fidélité. Euh,
généralement, vers 25 ans, on aura appris suffisamment d'échecs pour repartir sur des bases un petit peu différentes. Et je crois qu'il y a un moment de vie où aussi on rencontre forcément des hommes qui sont plus ouverts, et peut-être aussi des femmes qui sont plus ouvertes, simplement parce qu'on aura suffisamment échoué. Et c'est pas mal de se donner ça comme but, de beaucoup échouer, et de beaucoup se relever et beaucoup repartir. Pour d'autres échecs, certes, mais un peu mieux calibré. Je te souhaite de beaucoup échouer. Merci beaucoup. Bonjour, moi j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit au début de votre exposé à propos du nu masculin, parce que vous disiez que vous aviez remarqué que le corps de l'homme était très peu représenté sur la scène artistique, et je trouve que d'une manière générale, le corps nu de l'homme est effectivement peu représenté. Du coup, je voulais savoir à quoi est-ce que vous attribuez cette invisibilisation du corps masculin. Plein de facteurs. Alors déjà, il y a le fait que statistiquement, il y a plus d'hommes hétérosexuels que d'hommes homosexuels, donc statistiquement parmi les artistes, même ratio. Donc je comprends complètement qu'on ait envie de peindre les choses qui nous excitent, puisque c'est ce que je fais. Donc voilà, un truc mathématique bête et méchant. Ensuite, il y a évidemment le manque d'accès des femmes artistes à la pratique artistique. Et quand elles ont pu aussi entrer dans les écoles d'art, le fait qu'elles n'aient pas pu peindre des nus, puis qu'elles n'aient pas pu peindre des nus masculins. Donc aussi, du coup, parfois un manque d'histoire collective à se transmettre comme femme là-dessus. Et c'est vrai que moins on crée ces représentations, moins on en se revoit comment est-ce qu'on va pouvoir manipuler ce corps-là, comment on va pouvoir, je sais pas, l'éclairer correctement. Et je me souviens que il y a très longtemps, je crois que c'était pour Marie-Claire, je leur avais proposé justement une illustration par mois sur un corps masculin désirable. Ça fait longtemps que je suis un peu obsédée par cette idée. Et ça les avait complètement horrifiés du côté de la rédaction en chef, en train de dire mais qu'est-ce qu'on va faire avec un corps d'homme? Mais enfin, c'est terrible, pourquoi faire ça? De toute façon, ça va être vulgaire. Alors il y a aussi cette idée-là, avec un pénis qui est parfois sursexualisé par rapport à une vulve. Et on va se dire forcément s'il y a un pénis, c'est plus sexuel que s'il y a une vulve et une poitrine de femme. Et il y a ce truc que beaucoup d'hommes disent, je pense, par une espèce d'homophobie intériorisée, de dire, voilà, de toute façon, le corps masculin, c'est moche. Et ensuite, il y a aussi des choses, des paramètres économiques bêtes et méchants, qui sont que, bon, là j'ai rien posté depuis longtemps, mais moi je sais que sur Instagram, quand je mets des nus masculins, je vais avoir quelques likes, mais si il y a ne serait-ce qu'un morceau de corps féminin dessus, ou un corps féminin, c'est multiplié par 10. Donc je veux bien croire que quand on soit une artiste et qu'on ait envie de vendre son travail, le corps masculin soit un mauvais investissement, à court terme. Mais ensuite, j'ai l'impression que ça aussi, c'est en train de changer, qu'il y a aussi des femmes qui sont en train de se faire leur propre petite collection d'art et qui ont envie d'avoir des choses, enfin des femmes hétéros évidemment, qui ont envie d'avoir ça sous le nez. Et que il y a aussi, là, je suis en train de chercher exactement sur deux choses en ce moment, des hommes qui commencent à s'amuser de leur image, des hommes hétéros, avec du boylesque, du striptease, et qui s'aperçoivent que c'est plutôt marrant de faire ça, que ça les rend plutôt de bonne humeur, qu'ils aiment être désirés, qu'ils aiment jouer de ces codes-là, qui ont du sens de l'humour, de la créativité, et qui se disent ouais, qu'il y a un truc à inventer là qui est assez intéressant. Donc c'est peut-être aussi des fois une convergence à créer entre des artistes femmes et des mecs que ça intéresse vraiment de faire ce travail-là sur eux-mêmes. Et il y en a pas mal qui sont très motivés et qui disent mais moi, ça m'intéresse de me voir différemment et qu'on me renvoie une image différente de moi que de ce corps qui est toujours perçu comme agressif, plat, pas très intéressant. C'est intéressant en fait comment les gens parlent par exemple du corps masculin en disant bah les femmes c'est beau parce que c'est courbe et les hommes c'est moche parce que c'est droit. Alors j'imagine que ici vous faites toutes et tous des cours de nu, donc vous voyez bien que c'est absurde. Mais moi c'est des choses que j'entends hyper régulièrement. C'est cette idée que ce soit plat, que ça prenne mal à la lumière, qu'il y ait quelque chose de répugnant dans le corps masculin.
Et une fois encore, c'est sûr que quand on manque de représentation, c'est difficile de dire bah si, regarde tel artiste, tel artiste. Pour l'instant, en fait, ce qu'on a tendance à faire, c'est dire regarde la statuaire grecque et romaine. Ouais, super, mais ça date un peu, quoi. Euh, et c'est marrant aussi de se dire que bah, y a autant de production d'images aujourd'hui et qu'il y a cette espèce d'énorme truc qui est la moitié du monde, qui est très peu exploité. C'est aussi jubilatoire dans une certaine mesure de se dire qu'il y a tant de choses à faire, tant de choses à inventer, tant de choses à découvrir, et que là, une fois encore, on a vachement de chance d'être en vie maintenant, parce qu'il y a plein de trucs à faire. Et en plus, il y a un espace et je pense une clientèle pour ça qui commence à se créer. Donc c'est super. Mais je suis toujours très, très optimiste, hein. C'est- Merci. Une question, on libère Maya, vous voulez encore poser des questions? On remercie Maya. Merci. Merci d'être venu.